Donc cet après-midi, nous avons deux conférenciers qui vont donc vous parler de la maladie de l'herbe, appelée aussi dysautonomie équine ou en anglais equine grass sickness. Donc pour ce faire, nous avons deux conférenciers, Isabelle Desjardins, qui est donc vétérinaire, chercheur à l'école vétérinaire de Lyon, maintenant qui s'appelle VetaGrossup, et Pierre Tritz, praticien libéral, impliqué dans le RESP depuis fort longtemps, peut-être même depuis le début. Oui. Tout à fait. Voilà, donc je vais leur laisser la parole et je vous souhaite un bon duo. On va essayer de trouver la présentation déjà. Alors. Attends, elle doit être sur le bureau. Là. Voilà. C'est parti. Donc c'est parti pour la maladie de l'herbe, aussi appelée dysautonomie équine, l'herbe tueuse. Alors on va commencer par une première rencontre avec la maladie de l'herbe. Donc petit appel le 24 décembre l'après-midi. Donc je suis de garde, en général on ferme la clinique. Et une jument de 12 ans qui est en colique. Donc elle est au pré, habituellement dans un terrain qui est sableux. Vous voyez, avec des nombreux déjeuners à balai, des boulots, voilà, un terrain un petit peu particulier. Un sol qui est plutôt porteur en hiver. Et le cheval, je le vois pour la première fois. Elle vient de rentrer au box. Bon, je l'examine, fréquence cardiaque 60, un peu élevée, temps de remplissage capillaire, bon, inférieur à 3 secondes, normal. Je sédate un peu le cheval, je lui fais un petit peu de 20 cc de dipyralgine, comme je fais d'habitude, pour faire l'examen. Je fais une palpation transrectale. Bon, voilà, une obstruction du côlon transverse. On dit, voilà, ok, un peu de paraffine, et puis ça va passer. Et bon, comme c'est quand même un terrain un peu sableux, ben, je fais un petit test pour voir s'il y a du sable dans les crottins. Bon, j'en trouve pas, donc voilà, pas de problème. Bon, le lendemain, c'est Noël. Donc Noël, ben, la cliente, elle laisse un peu passer. Elle se dit, bon, je vais pas trop embêter le vétérinaire. Et rechute le 26. Bon, je suis toujours de garde. Et parce que bon, on est en Moselle. Et quelques petits... Alors, je revois le cheval, il y a quelques petits crottins, je le trouve un petit peu, un polygone de sustentation un peu diminué, il est quand même maigre, et puis il nous refait encore des coliques le 27 décembre. Alors, je commence à me poser des questions, mais si c'était potentiellement une grass sickness. On continue avec un autre appel, tout simplement une vaccination, une jument fjord de 14 ans. L'examen clinique est normal. Bon, je fais un examen clinique standard pour une vaccination avec auscultation cardio-respiratoire. Voilà, un peu de palpation, un peu d'auscultation abdominale, pas de souci. Je vaccine que contre la grippe. Le propriétaire met le cheval au pré et le lendemain, ben, il nous appelle, il me dit, ah, ben, le cheval est mort. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, je dis, j'ai fait un vaccin. Voilà. Donc je lui propose une autopsie. Bon, donc là, on était sur plutôt effectivement, une réaction allergique ou quelque chose comme ça. Mais bon, bizarre, enfin, les réactions allergiques, elles apparaissent quand même plutôt rapidement. Donc je pense pas que c'est ça, mais bon, lui, il est persuadé que c'est ça. Donc l'intérêt de vous montrer ce qu'on peut voir en pratique privée et sur les cas référés, finalement, c'est d'avoir un aperçu de la diversité des signes d'appel et vous montrer à quel point le triage peut être complexe. Et là, je vais vous décrire un cas plutôt typique, entre guillemets. Donc un cas aigu d'un hongre anglo-arabe de 8 ans qui vit au pré et qui est présenté au bout de 36 heures de coliques. Les coliques à l'admission sont gradées modérées à sévères. Il n'y a pas d'émission de crottin. Il y a une tachycardie, on va dire, modérée, une tachypnée. Les muqueuses sont bien congestives avec une augmentation du temps de remplissage capillaire. Il est déshydraté
Et on note la présence de salive à la commissure des lèvres, chose qu'on peut trouver quand même régulièrement. Enfin, un tableau clinique finalement va bien avec n'importe quel type de colique. Quand on intube le cheval, il y a 8 litres de reflux gastrique spontané. Et à la palpation transrectale, il y a une distension du sécom de l'intestin grêle sans autre anomalie. Finalement, la douleur devient vraiment de plus en plus prévalente et ne répond pas bien aux analgésiques. Et le propriétaire accepte une laparotomie exploratrice. Et là, en fait, il y a une impaction primaire sévère du côlon qui est très crâniale, donc qui explique aussi qu'on n'ait pas pu la palper par voie rectale. Il y a un épaississement pariétal de l'intestin grêle qui interpelle un peu le chirurgien, et donc il décide de réaliser des biopsies d'iléon pour essayer de voir si on peut identifier une cause primaire. Le post-opératoire se passe bien au départ. Il y a quand même un peu de tachycardie, un petit peu d'inconfort. Bon, ça, en post-opératoire, on peut voir ça. Par contre, le cheval n'émet toujours pas de crottin. Il a été vidangé en chirurgie, mais pas complètement, pour réduire en fait le temps opératoire. Et puis, comme il y a quand même du bruxisme, donc des grincements de dents, on fait une gastroscopie, on se rend compte qu'il y a des ulcères gastriques. Là encore, ça peut être peut-être lié au fait qu'il a été stressé, qu'il a reçu des anti-inflammatoires. On le laisse à jeun, on augmente la fluidothérapie intraveineuse et en fait, on assiste à des récidives d'impaction de côlon sur plusieurs jours qui ne répondent pas du tout bien à la thérapie médicale. Faute de moyens financiers, le cheval est euthanasié et à l'autopsie, on confirme la présence d'ulcération au niveau gastrique, comme vous pouvez voir ici, des érosions au niveau de la partie distale de l'œsophage et puis une impaction sévère du côlon. Quelques jours se passent et on reçoit les prélèvements des analyses histologiques. Donc surtout le ganglion, l'absence de ganglion nerveux est confirmée au niveau de la biopsie de l'iléon. Et en autopsie, ils ont fait également un prélèvement de la chaîne paravertébrale qui confirme une chromatolyse. Donc ce sont des noms un peu compliqués pour dire qu'en tout cas, la maladie de l'herbe est confirmée. Alors, la maladie de l'herbe peut se présenter sous 2 syndromes, une forme aiguë et subaiguë, une forme chronique, et c'est une maladie invariablement fatale. La différence entre la forme aiguë et la forme suraiguë, en fait, elle est vraiment une question d'intensité et une question, je dirais, un peu de durée de survie. Les problématiques posées par la maladie de l'herbe sont les suivantes. On se pose la question de savoir quel est l'agent causal, car jusqu'à présent, aucune détection n'a été possible sur les prélèvements d'intestin. Comment reconnaître cliniquement la maladie dans ces 2 formes? Et est-il possible de réaliser un diagnostic du cheval vivant? Alors, concernant les pistes d'exploration et l'historique de cette maladie, qui a quand même été diagnostiquée depuis les années 1900, donc reconnue depuis les années 1900, c'est une maladie neurologique au départ, mais vous voyez que l'expression est essentiellement digestive. Alors en fait, il s'agit d'une polyneuropathie, donc il y a une atteinte nerveuse avec la principale étiologie suspectée qui serait toxique. On parle donc de toxi-infection. Il y a eu plusieurs hypothèses historiques posées puis infirmées, mais quand même, ce qui semble le plus probable à l'heure actuelle, ce serait l'implication de neurotoxines, donc de toxines avec un tropisme nerveux, qui seraient ingérées et qui proviendraient de Clostridium botulinum, donc une clostridie qu'on trouve finalement dans l'environnement. Ce qui a permis pas que de confirmer complètement cette hypothèse, mais qui va bien avec cette hypothèse, c'est que en fait, les chevaux qui sont malades, si on compare le contenu de l'intestin entre des chevaux malades et des chevaux non atteints de la maladie, il y a une augmentation en fait, de la quantité de toxines de Clostridium botulinum. Donc c'est déjà un premier élément. Et puis, on a mis en évidence une relation inversement proportionnelle entre la maladie, la présence de la maladie et la concentration en anticorps contre Clostridium botulinum ou ces toxines. Ça veut dire qu'il y aurait une certaine protection conférée par des anticorps chez les chevaux qui ne sont pas tombés malades. Alors évidemment, on ne peut pas du tout exclure l'ingestion de toxines au pré. Vous avez tous entendu beaucoup parler de mycotoxines, notamment parce que ça reste une maladie qui est quand même assez saisonnière, on en reparlera, et puis parce qu'il y a quand même beaucoup de cas qui sont regroupés
sur l'aspect temporel et l'aspect géographique. Donc finalement, on pourrait, dans l'hypothèse d'une source commune, impliquer aussi les mycotoxines. Pour le moment, il n'y a vraiment pas de confirmation voilà, à 100%. Il faut dire que la reconnaissance clinique de la maladie, il y a des cas qui ont lu le livre, entre guillemets, donc qui ont une liste de signes cliniques bien établis et qui permettent vraiment d'avoir un fort élément de suspicion clinique sur la maladie de l'herbe. Et puis, en fait, il y a d'autres cas où, finalement, la suspicion clinique de départ, enfin, on ne se serait pas du tout orienté vers cette maladie-là, et ça reste quand même une maladie qui est très méconnue. On pourrait jouer le jeu des cartons rouges et verts comme l'a fait Dominique, en vous demandant combien d'entre vous ont entendu parler de cette maladie-là, voire ont diagnostiqué des cas pour les vétérinaires et même pour les éleveurs de chevaux, si vous avez déjà entendu parler de cette maladie ou si dans votre effectif, hélas, vous avez eu des chevaux atteints. Donc rouge, oui, vert, non. Oui, il faut déterrer les cartes. C'est le petit jeu après le postprandial. Oui, quand même. Il y a quand même pas mal de rouge. On est agréablement surpris. Il y a pas mal de rouge. Il y a, allez, presque 55 ans. Presque 50-50, ouais. Alors, j'ai vu quelques oranges, donc peut-être des gens qui ont abusé du champagne. Je ne sais pas. Bon, en tout cas le but de cette présentation, c'est une maladie, vous l'avez compris, qu'on ne connaît quand même pas très très bien, notamment par rapport à la myopathie atypique, il y a quand même beaucoup moins de recherches. Donc cette dilemme dans la reconnaissance clinique, c'est notre but finalement d'essayer de lever tout ça. Alors on va vous montrer des images assez typiques qui permettent de figer les choses visuellement, mais n'ayez pas peur de ce tableau. On s'est amusé tout simplement à reprendre tous les signes cliniques qui étaient associés à la maladie de l'herbe et puis à essayer de faire un tri. Parce que je vais commencer par, on va dire, des signes qui sont quand même très fréquents. L'abattement, la perte d'appétit, la déshydratation, la tachycardie, une température, enfin une hyperthermie, une sudation. Quand vous lisez tout ça, vous ne pouvez pas penser forcément maladie de l'herbe, vous pensez colique en général et même plein d'autres affections. D'accord ? Donc, ce sont des signes cliniques qui sont présents souvent, mais finalement, leur spécificité est très très faible. Ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à ces signes-là. Si on progresse un peu et qu'on parle d'hypersalivation, on refera des petits diagnostics différentiels après, mais oui, là, c'est peut-être un tout petit peu plus spécifique d'un problème digestif. La douleur abdominale, ça ne l'est pas du tout. Le ballonnement non plus. Par contre, on arrive à tout ce qu'on a mis en rouge, qui sont des choses peut-être un petit peu, qui marquent un petit peu plus le vétérinaire dans son examen en disant « Ah oui, peut-être que ça pourrait correspondre à cette dysautonomie équine ». Les trémulations musculaires, ça, il y a quand même beaucoup de chevaux qui, à la fois en phase aiguë et en phase chronique de la maladie, vont présenter ces trémulations musculaires. La dysphagie est aussi un des signes d'appel. Alors, cette dysphagie, ça peut se traduire dans la phase aiguë même par une régurgitation du reflux gastrique par les nasaux, de façon spontanée. On dit toujours le cheval ne vomit pas, il a un cardiaque extrêmement tonique, sauf que dans ces cas-là, il faut croire que les capacités du cardia sont dépassées parce qu'on peut avoir donc, cette régurgitation spontanée sans qu'on ait passé un tube. Au niveau de la dysphagie qu'on voit dans les formes chroniques, le cheval mange, le cheval boit et régurgite par le nez. Donc ce n'est pas une dysphagie, on va dire, buccale, mais une dysphagie nasale qui traduit bien un trouble neurologique. La ptose des paupières. La ptose des paupières, ça peut arriver quand on est fatigué. Ça peut arriver, c'est un signe d'abattement qui est pas forcément spécifique. Vous avez des chevaux qui, naturellement, dans leur abattement, vont avoir les paupières plus basses. Néanmoins, cette ptose palpébrale permanente est un signe d'appel de la maladie. Il y a même une équipe qui s'est amusée à calculer l'angle en fait, d'abaissement de la paupière. La rhinite sèche. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a attiré l'attention des cliniciens, particulièrement dans la forme chronique. C'est-à-dire que quand on regarde, même sans endoscope, le départ des cavités nasales, on va trouver une muqueuse nasale qui est un peu sèche, voire croûteuse, voire très croûteuse. Et ça, c'est un signe d'appel. Sur les cas aigus, effectivement, il peut y avoir une modification de l'apparence et de l'humidité de cette muqueuse sans forcément avoir une rhinite sèche. Donc, c'est important d'aller regarder au niveau des cavités nasales. Le polygone de sustentation, donc la balance ou l'équilibre des quatre membres,
Ça, c'est un signe d'appel qu'on va vous montrer en photo de la maladie, particulièrement dans sa forme chronique. Et là, il y a quand même une spécificité qui est beaucoup plus élevée. Donc, vraiment un signe intéressant à conserver en tête. Alors, on a mis autre, mort subite. Oui, c'est vrai, parce que typiquement, cette maladie-là s'inscrit dans la liste des morts inexpliquées du cheval au pâturage. Donc, il faut le considérer, même s'il y a un seul cheval atteint qu'on retrouve mort. Et puis, pour les formes chroniques, le paraphimosis, l'obstruction œsophagienne à répétition et les pneumonies par fausse déglutition. Évidemment, l'animal est dysphagique, donc il peut y avoir des erreurs de route avec des aliments qui passent dans la trachée. Donc voilà en images, des images frappantes qu'il faut retenir pour ce diagnostic clinique, avec l'aptose des paupières, l'aspect d'une rhinite croûteuse, et puis cette diminution du polygone de sustentation avec un cheval qui est en train de s'émacier, donc un amaigrissement dans une forme chronique. Pour mémoire, je fais comme avec les étudiants, je mets la petite photo de l'éléphant sur son tabouret de cirque. Je pense que c'est la façon la plus frappante de retenir cette attitude-là. Alors voici quelques éléments de réflexion pour ce qui est du diagnostic différentiel des différents symptômes qu'on observe. Donc au niveau du diagnostic différentiel, bon, évidemment, donc, la rhinite sèche, c'est un élément qui est un élément plutôt intéressant. Il va falloir faire une différence avec tous les types de coliques aigus. On s'intéresse à tous les symptômes, le reflux gastrique, la dysphagie, et on va envisager toutes les autres possibilités de dysphagie qui peuvent être liées à des maladies du système nerveux central, par exemple. Donc c'est pour ça que l'examen clinique du cheval reste important. Il faut mettre tous les éléments ensemble pour avoir vraiment la suspicion, les tribulations musculaires, la salivation. Tous ces éléments vont retenir notre attention. Donc on reste même dans la forme chronique sur le diagnostic différentiel toujours des coliques chroniques, de tout ce qui peut provoquer une émaciation, une cachexie, que ce soit du parasitisme, des lymphomes intestinaux, des ulcères chroniques, de la maladie du motoneurone, donc notamment quand on observe une réduction du polygone de sustentation. Et donc plein de choses. Donc c'est vrai que cliniquement, c'est pas toujours facile de se dire on a une maladie de l'herbe. Alors au niveau du RESP, il y a actuellement une étude épidémiologique et clinique qui est menée. Je vais vous redonner un petit peu les résultats qu'on a eus depuis 3 ans. Il y a relativement peu de déclarations, donc c'est pas forcément très significatif scientifiquement. En fait, il y a un peu plus de cas parce qu'on a eu déjà des cas auparavant qui avaient été recrutés dans le cadre de la commission maladies infectieuses de l'AVEF, mais là, c'est simplement les derniers cas qui ont été déclarés au RESP. Donc on voit qu'il y a eu tous les ans, en 2016, il y a eu 2 cas confirmés. En 2017, il y a eu aussi 2 cas confirmés. Cette année, il y en a eu 1, et avec des déclarations qui viennent de 16 départements différents, avec 8 cas probables ou confirmés quand même. Donc 1 cas sur 2. Quels sont les symptômes qui ont été observés? Dans les cas suspects, on va retrouver des symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple de l'amaigrissement, des crottins secs, de l'abattement, de la sudation localisée, de la dysphagie, des coliques et du reflux quand on fait un sondage naso-œsophagien. Dans les cas probables qui étaient où j'ai mis un score clinique supérieur à 19, on retrouve un peu les mêmes symptômes avec reflux, colique, abattement, sudation, mais il y a quand même peu de cas, donc c'est vrai que c'est compliqué. Dans les cas confirmés, on retrouve les reflux, coliques, les fesses dures, l'abattement, l'amaigrissement, on retrouve toujours un peu les mêmes symptômes. Donc vous comprenez bien qu'il est très difficile de faire la différenciation entre les cas suspects et finalement les cas confirmés, même cliniquement. Alors quand on voit un petit peu les données épidémiologiques, pour les chevaux,
les chevaux qui ont été déclarés, bon, l'âge moyen est de à peu près 12 ans. La fréquence cardiaque de 68, donc on parlait de 60 tout à l'heure, donc un peu plus élevé que la moyenne. Dans les cas probables, on a une moyenne d'âge un peu plus faible et une fréquence cardiaque équivalente. Et dans les cas confirmés, on retrouve une moyenne d'âge encore un peu plus faible, même si ce n'est pas statistiquement significatif, et une fréquence cardiaque un tout petit peu plus élevée. Alors, je vais juste vous montrer une carte qui va vous donner un petit peu l'état des lieux français. Alors, cette carte, en fait, elle résulte de la combinaison de deux choses. Des déclarations dont je viens de vous parler, et puis d'un certain nombre de mails, d'appels téléphoniques que j'ai eus les 3 dernières années. Et voilà, donc avec en rouge, des étoiles rouges, des endroits où étaient confirmés des cas. Donc des cas confirmés comme tout à l'heure en myopathie atypique. Donc des cas dont on est vraiment sûr que c'est de la maladie de l'herbe. Alors, je vous présente également, juste pour mémoire, la fiche de collecte de la maladie de l'herbe que vous retrouvez sur le site du RESP. Et j'engage, comme l'ont fait tout à l'heure mes confrères, les vétérinaires sentinelles à déclarer leur suspicion. Alors, vous l'avez compris, pour nous, c'est une maladie émergente et un peu exotique. On a très peu de recul, que ce soit pour la clinique, le diagnostic, la réponse au traitement, outre le fait que c'est quand même assez, pour le moment, invariablement fatal. Si on se fie à ce qui a été fait dans d'autres pays, il semble qu'en Écosse, ils aient une densité de malades qui soit quand même bien supérieure à ce que nous, on suspecte sur le territoire français. Mais en tout cas, le seul moyen d'essayer de recenser les cas et de sensibiliser à la fois les éleveurs et les vétérinaires à la reconnaissance de la maladie, et vous le verrez, à essayer de déclarer, et d'aller jusqu'au diagnostic de certitude. Il fallait poursuivre cette enquête clinique et puis essayer de trouver des outils qui soient utiles sur le terrain. Donc on a utilisé en fait Agnès Leblond, qui est quand même la grande instigatrice de cette enquête et qu'on remercie, avec Pierre, le RESP et la VEF, donc utiliser ces données de déclaration, les données de confirmation des cas et des données cliniques qui originaient de l'école vétérinaire de Lyon notamment, pour faire une espèce de validation rétrospective de tout ce qu'on avait observé et construire de façon prospective une autre étude. Donc en fait, ça s'est passé par l'établissement de ce qu'on appelle un score clinique pondéré, que je vais vous montrer, qui pouvait être utilisable sur le terrain. Et donc ça a donné lieu à une publication l'année dernière. Donc la question, c'est, en tant que praticien ou clinicien, est-ce que je peux suspecter raisonnablement cette maladie sur la base de signes cliniques observables? Donc évidemment, il y a des données épidémiologiques puisque ça reste une maladie de l'herbe, donc déjà atteignant des chevaux qui vivent à l'extérieur, au paddock ou au champ. Il y a aussi, on en reparlera après, des facteurs favorisants qui peuvent être identifiés et qui peuvent compléter ce score, avec le changement récent de pâturage, on estime à peu près à 2 semaines, et la présence d'autres cas confirmés sur le même champ. L'âge du cheval, puisqu'il semble y avoir une prédisposition pour les jeunes ou pour les jeunes adultes en tout cas. La saisonnalité, alors ça on s'est fié en fait à ce qu'on connaissait chez nos amis en Écosse, mais il semblerait que les données changent pour nous en tout cas. Et donc on obtient déjà un score épidémiologique, puis après un score clinique avec, on reprend en fait tous les éléments qu'on vous a exposés jusqu'à présent, de la tachycardie, de la dépression, la ptose palpébrale, les tremblements musculaires, la présence de sudation, la dysphagie et la présence d'une impaction à la palpation transrectale. Alors évidemment, on donne des points, on attribue des points, c'est pour ça qu'il y a une pondération en fonction de la spécificité de ces signes cliniques. Donc on va donner plus de poids à de la dysphagie qu'à de la dépression, par exemple. Donc une fois qu'on a pu utiliser les données rétrospectives, puis sur des chevaux confirmés et infirmés, on s'est amusé à inclure des chevaux qui avaient été, qu'on allait rentrer dans l'étude prospectivement en utilisant ce score clinique, puis la confirmation ou pas en post-mortem
parce qu'hélas, ça a été la seule façon d'obtenir une certitude. Et on a aussi apparié tous ces chevaux en colique à ce qu'on appelle des témoins négatifs. C'est-à-dire que les chevaux présentaient des symptômes similaires, mais on a eu un diagnostic final et ça n'était pas de la maladie de l'herbe. D'accord ? Donc on n'avait même pas de suspicion clinique au départ, plus que ça, de maladie de l'herbe, mais on a été jusqu'à la biopsie de l'iléon et ils ont été confirmés négatifs. Donc à partir de là, on construit des courbes ROC. C'est juste une technique statistique en fait pour croiser la meilleure sensibilité. Nous, ce qu'on cherche sur le plan clinique et épidémiologique, c'est avoir la meilleure chance de détecter ou de suspecter la maladie. Donc on veut une sensibilité de détection qui se rapproche de 100% ou qui est à 100%. Mais vous voyez qu'on veut aussi garder une bonne spécificité. Ça veut dire qu'on ne veut pas se tromper. Si on veut faire un diagnostic qui est fiable, on ne veut pas avoir de faux positifs. Donc à partir de là, en fait, en utilisant ce score, on a déterminé une valeur seuil, en fait, un cut-off qui permet de trouver en fait un score qui est en moyenne de 22 à 26, où là on a raison de suspecter fortement cette maladie. Et ça reste une manipulation statistique, mais encore une fois, c'est un très bon outil de débroussaillage pour les cas que vous voyez en pratique. Donc vous l'avez bien compris, le diagnostic antémortem est ardu. Il n'y a pas de modification spécifique et fréquente au niveau des examens de première ligne, c'est-à-dire des prises de sang. Il y a un test qui est réputé être intéressant, qui est le test à la phényléphrine, où en fait on va lever la ptose palpébrale. Et en fait, bon, après, c'est un test quand même qui n'est pas toujours très facile à faire, parce qu'on essaie même de faire des photos et de mesurer l'angle que font les cils pour avoir une interprétation précise. Et en fait, c'est un test qui est réversible. Par contre, si vous faites le test, il ne faut pas faire d'alpha-2 agoniste avant. Mais en fait, on présentait ce test comme très spécifique, mais il semble qu'il ne soit pas aussi spécifique qu'on ne le pensait dans le passé. Par contre, c'est vrai que c'était historiquement, hein, c'est un des moyens les plus efficaces au départ qui a été trouvé pour reproduire une stimulation, enfin un agoniste en fait des récepteurs alpha-1 et qui permet de différencier une anomalie neurologique du système nerveux autonome. Voilà, donc ça, c'était la base de la réflexion de ce test. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Comme toute chose, on est très content d'avoir fait une découverte. Et puis après, quand on revient sur l'interprétation du test, on se rend compte que finalement, la sensibilité et la spécificité ne sont pas parfaites. Il faut voir que finalement, c'est un outil, c'est comme un puzzle. On va avoir le score clinique qui va nous amener une pièce, le test à la phényléphrine, et puis après, pour les autres pièces, souvent, il faut attendre la mort de l'animal. Voilà, donc on reparle de l'intérêt du score clinique, qui est épidémiologique, qui reste intéressant. Donc moi je reviens sur ma jument là, qui continue à faire ses coliques, et puis malgré les traitements à répétition, le propriétaire, elle continue, donc le propriétaire décide d'arrêter, et le cheval il sera euthanasié finalement. On fait des prélèvements de sang et de fesses pour des recherches de Clostridium botulinum, comme il est prévu dans le protocole, mais ces recherches s'avèrent négatifs. Alors, le score clinique, il est, si on le fait pour ce cas-là, on arrive le score épidémio-clinique, il est à 19, donc le GS est possible, mais voilà, mais pas hautement probable. Voilà, on n'en saura pas plus sans finalement l'autopsie. Donc le diagnostic antémortem, même de certitude, nécessite une biopsie d'iléon ou des ganglions digestifs. Donc ce sont quand même des examens très invasifs puisqu'il va falloir faire une laparoscopie ou une laparotomie. On peut éventuellement faire des biopsies de muqueuse rectale en faisant des colorations usuelles, mais c'est relativement décevant car la sensibilité est faible, elle est à peine d'environ 20%. Même si ça reste quand même le test le plus facile à faire. Donc s'il est négatif, on ne peut pas trop conclure, mais s'il est positif, ça reste quand même intéressant. Il y a des essais qui ont été faits de tests peu invasifs et rapides, qui ont été des recherches qui sont menées actuellement à Édimbourg, avec en histologie des biopsies de muqueuse linguale, avec une sensibilité très, très intéressante et une spécificité aussi intéressante,
Pour le moment, ces tests ont été faits uniquement en post-mortem et donc ils demandent à être validés. Il en est de même pour une autre biopsie rectale avec en fait une recherche par immunohistochimie d'une protéine qui paraît très prometteuse, mais ce test qui est également fait en Écosse reste non commercialisé. Mais voilà, il est quand même très intéressant et tous ces tests n'ont pas encore été validés prospectivement. Alors, il faut dire qu'il y a quand même des résultats d'études qui sont contradictoires hein, sur la sensibilité, notamment de détection de la maladie par les biopsies rectales. Il y a une autre étude hein, qui a un peu contrecarré ces conclusions d'une sensibilité de 20%. On arrive à 71% de sensibilité, ce qui était quand même plus prometteur. Maintenant, il faut considérer les biais d'échantillonnage, dans quelle proportion, les tests statistiques, etc. Donc, il y a quand même, vous allez lire des choses qui sont assez contradictoires. Je pense que les personnes qui ont la meilleure expertise dans le sujet sont nos amis d'Édimbourg et leur conclusion est qu'on doit faire la biopsie rectale, mais que le résultat, effectivement, reste décevant. En tant que clinicien, on est quand même confronté au fait que, finalement, non seulement c'est difficile de faire ces prélèvements, mais en plus, on n'a pas accès pour le moment à ces techniques nouvelles qui sont ces colorations immunohistochimiques qui sont plutôt du domaine de la recherche. Pour le moment, ils n'acceptent pas de recevoir des échantillons qu'on pourrait envoyer, je veux dire, dans notre pratique de tous les jours. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un délai. Or, le cheval, il ne va pas bien, c'est comme pour la myopathie atypique, et on attend, on va dire, entre 6 et 10 jours d'avoir les résultats, et bien souvent, le cheval est décédé avant, ce qui rajoute à la frustration. Voilà. Je rajouterais que les Écossais, ils ont quand même de nombreux cas. On estime qu'en Grande-Bretagne, il y a quand même au moins 200 cas par an de grass sickness. Donc c'est beaucoup plus que nous. Hein. Alors donc le diagnostic antémortem de certitude, il est difficile, on vient de le voir. Et malheureusement, le diagnostic, le gold standard, c'est l'autopsie et l'histologie. Alors, on revient sur notre petit fjord, notre fjord qui avait été vacciné. Le fjord, finalement, à l'autopsie, il a l'estomac dilaté, rempli de liquide. Le contenu du côlon est un peu impacté. Il a quelques érosions sur l'ésophage. On fait un prélèvement pour l'histologie et on confirme la grass sickness. On va vous continuer par essayer de vous répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées par des vétérinaires, par des éleveurs. La sensibilité des chevaux selon leur âge et leur race, les ânes, les facteurs de risque, les analyses de sol, si on peut utiliser les pâtures après un cas de grass sickness, que faut-il faire avec les autres chevaux, et s'il y a un traitement ou une piste thérapeutique. Alors, la sensibilité des chevaux selon leur âge et leur race. Comme on vous l'a dit et comme on l'a mis sur la grille de score, effectivement, la plupart des chevaux atteints sont des jeunes chevaux. On a un pic vers 3-4 ans. Les poulains sont très rarement atteints. À un moment, il était dit que toutes les races de chevaux, que ce soit donc les chevaux, les ânes, les mulets, le cheval de Przewalski, les zèbres, peuvent être atteints. À un moment, on a parlé d'une résistance du Shetland, mais finalement non. Voilà. Autrement, oui. Et pour la classe d'âge quand même, hein, parce que ça c'est quelque chose d'intéressant, il y a quand même des cas qui sont rapportés chez des poulains de 4 mois et chez des chevaux de plus de 20 ans. Donc pour vous dire que finalement ça reste une moyenne d'âge, avec une prédisposition de classe d'âge, mais ça n'exclut pas qu'on puisse trouver la maladie chez des très jeunes et des très vieux. Donc comme on vous l'a dit, les ânes aussi peuvent avoir la maladie. Et on va vous parler des facteurs de risque. Pour ce qui est de l'environnement, là encore, il y a des résultats d'études un peu contradictoires. En fait, il faut quand même retenir qu'on a plus de chances de détecter la maladie si la maladie a déjà été détectée dans l'environnement de ce cheval suspect. Le surpâturage a été identifié comme étant un facteur favorisant l'apparition de la maladie, comme beaucoup de maladies finalement. La présence de jeunes chevaux dans l'effectif, mais ça c'est directement lié au fait que les jeunes chevaux seraient plus atteints. Et pour ce qui est de la composition du sol, le sol riche en titane, en zinc, en chrome et en nitrate serait plus corrélé statistiquement à la présence de cas sur la pâture,
A contrario, la diminution du risque de grass sickness est corrélée à un sol plutôt calcaire. Voilà. Il faut dire qu'il y a quand même peu d'études qui font des analyses de sol, qu'il y a des variations géographiques qui sont monumentales. Et à l'heure actuelle en France, on n'a pas fait ces études pour être capable de déterminer s'il y a une prédisposition de composition de sol. Ça vient là encore de nos cousins d'Écosse. Dans les autres, dans le management des chevaux, on a repéré en fait sur le plan alimentaire qu'évidemment, comme c'est la maladie de l'herbe, brouter, ça augmente les risques. Mais par contre, si les chevaux consomment de l'herbe coupée, il y aurait une diminution de ce risque-là. Le changement alimentaire dans les 2 semaines qui précèdent les signes cliniques serait un facteur favorisant pour penser à cette maladie-là. Par contre, le fait de complémenter les chevaux en fourrage et en ensilage diminuerait le risque. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu... on ne voit pas très bien le lien, mais l'utilisation d'ivermectine statistiquement dans tout ce qui a été dépouillé comme cas pourrait être un facteur de risque. On ne va pas arrêter de vermifuger non plus. Donc, je pense qu'il faut être aussi assez prudent dans l'interprétation de ce qui a été observé. Le copâturage avec les ruminants pourrait être protecteur. Donc, ça fait partie peut-être des recommandations qu'on pourrait faire. Et là encore, une trouvaille de nos compatriotes qui est un peu sur laquelle, qui pose question. Ils ont montré que si les crottins étaient retirés mécaniquement de la pâture, il pouvait y avoir une augmentation du risque de la maladie, alors que s'il y avait en fait une évacuation manuelle des crottins, ça pouvait être protecteur. Alors, est-ce qu'on dissémine plus en fait ces particules de crottin avec une machine qui ramasse? Est-ce que ça peut être ça l'explication? On ne sait pas. Augmentation de taux de nitrate peut-être, ou des choses comme ça. Donc, je crois que dans le management, le changement de pré est quelque chose qui revient de façon assez systématique, donc dans les 2 semaines qui précèdent l'arrivée des symptômes. Sur le plan de la climatologie, c'est aussi assez difficile de donner des guides parce que ce n'est pas notre pays, qu'on n'est pas forcément exposé, même dans nos régions françaises, au même degré de pluviométrie, ensoleillement, etc. Et puis vous avez vu, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Donc finalement, ça devient assez compliqué d'établir en fait une relation entre ces variations climatiques et l'occurrence de la maladie. Ce qui avait été évoqué, c'est qu'un climat tempéré, sec, avec des gelées irrégulières, mais aussi dans une autre étude, l'augmentation de l'ensoleillement puis des gelées pouvait être des facteurs favorisants. Donc vous voyez, difficile de conclure. Et puis sur une autre étude, la température plus élevée pour la saison, c'était un facteur de protection. Donc finalement, voilà, on ne sait pas. Et il y a quand même une chose qu'on ne fait pas de routine, mais qui a pu s'avérer utile comme étant un facteur de protection. C'était la présence d'anticorps sériques contre Clostridium botulinum chez les chevaux qui n'étaient pas atteints et un taux d'anticorps très bas contre Clostridium botulinum chez plus de 60% des chevaux qui étaient atteints par la maladie. Donc vous voyez qu'il y a des petits éléments à grappiller, mais il n'y a absolument rien de bien établi concernant les facteurs de risque. Voilà. Alors, quand on parle juste des facteurs de risque, je rajoute juste, par exemple, en Écosse, ils ont plus de cas, en fait, dans l'est de l'Écosse, qui ne reçoivent pas, finalement, peut-être les pluies atlantiques, où c'est un peu plus sec que dans l'ouest. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et sur les histoires de Clostridium botulinum, il y a eu des tests, en fait, de vaccination, où je crois aussi en Suisse, notamment, ils ont eu moins de cas de grass sickness après vaccination contre Clostridium botulinum. Enfin, voilà, Alors ça, c'est une étude qui n'est pas terminée, oui, voilà. Qui a été initiée en 2014. La Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas en Grande-Bretagne. Et en fait, ce qu'ils sont attachés à montrer pour le moment, c'est que les chevaux vaccinés produisaient bien, ou doublaient bien, ou triplaient bien leur taux d'anticorps contre Clostridium botulinum. Après, ça reste quand même une maladie qu'on ne croise pas tous les jours, même si c'est plus fréquent chez eux. Et donc, comparer pour l'instant le nombre de cas de chevaux malades dans le groupe des vaccinés versus non vaccinés, ça reste à l'état d'ébauche. Donc, il y a encore besoin de quelques années de collecte pour savoir si oui ou non la vaccination pourrait être un élément intéressant pour protéger nos chevaux. Voilà, enfin, des fois, c'est des impressions et c'est vrai que ça ne résiste pas toujours aux études statistiques. Donc, pour la question suivante, donc on a répondu partiellement. Est-ce que les analyses de sol sont utiles?
dans l'état actuel des choses, on ne peut pas vous recommander d'analyse de sol, même si, voilà, dans une étude écossaise, ils ont essayé de prouver des choses, de trouver des relations, mais il n'y a aucune relation. C'est très complexe, ils n'ont pas arrivé à avoir vraiment une conclusion certaine. Comme Oui. pour la myopathie atypique, hein, est-ce qu'on peut continuer à utiliser la pâture? Ah ben, Bonne question. Voilà, c'est une bonne question et bon, la logique veut que on va quand même essayer de retirer les chevaux, puisqu'on sait que quand il y a eu un cas, il y a une certaine probabilité quand même qui est plus importante d'en avoir d'autres. Donc ça, c'est la logique. On va peut-être essayer de faire un pâturage par les ruminants. Dans ce qu'on peut voir, il est souvent conseillé peut-être de retirer les chevaux pendant 2 ans de la pâture. Voilà. Mais ça reste empirique. Oui. Ça reste extrêmement empirique. Ben, que faut-il faire avec les autres chevaux en contact? Eh ben, on va les retirer aussi, hein, évidemment. Ça paraît logique. Alors c'est vrai que des fois, on peut pas retirer les chevaux. Alors là, c'est vrai que là, on est embêté. Alors là, on va essayer peut-être de donner du foin pour que voilà, pour qu'ils aient moins de contact avec le sol. Peut-être faire un peu comme aussi ce qu'on disait dans la myopathie atypique, pas mettre le foin sur le sol. Mais là, ça reste, c'est des choses qui n'ont absolument pas été, qui n'ont pas été prouvées. C'est des conseils qu'on qualifie plutôt de bon sens, mais c'est tout ce qu'on peut vous dire. Alors, pour ce qui est du traitement, on va peut-être séparer tout ce qui est forme aiguë de ce qui est forme chronique. Vous l'avez compris, dans la forme aiguë, avec cette colique aiguë, finalement, comme on ne connaît déjà pas l'agent étiologique, on fait juste le suspecter, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de remède miracle. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner ce qu'on appelle des soins de support. Parce que la colique, la douleur abdominale doit être gérée, bien évidemment, chez ces chevaux-là. Donc, on va utiliser des analgésiques. Vous l'avez compris, ils sont impactés. Il y a une stase ou une constipation. Donc, on va leur donner une fluidothérapie intraveineuse quand on peut. Hein. Ce n'est pas toujours facile à faire en continu sur le terrain. C'est plus confortable en hôpital. Du fait souvent de leur anorexie ou de leur maux de ventre ou du fait qu'ils ne consomment plus d'herbe ou de fourrage, il va y avoir des déséquilibres électrolytiques qui vont survenir, notamment une hypokaliémie, une hypocalcémie qu'il va falloir corriger parce que ça a aussi un impact direct sur le péristaltisme intestinal. Et puis finalement, on se rend compte que décomprimer l'estomac peut être une solution pour limiter la douleur et éviter la rupture d'estomac. Donner de l'oméprazole peut limiter aussi la présence de ces ulcères qu'on retrouve quand même assez régulièrement en post-mortem chez ces chevaux, donc pour aider à la cicatrisation des ulcères gastriques et œsophagiens. Mais ça reste du traitement symptomatique. Quand bien même on va jusqu'en chirurgie parce que la douleur n'est pas contrôlable ou l'impaction n'est pas vidangeable par des moyens médicaux, où le reflux persiste et finalement le cheval ne peut pas rester non plus pendant plusieurs jours pour des raisons financières ou autres, hein, sous perfusion intraveineuse. De toute façon, ça permet le plus souvent d'avoir la paix de façon transitoire. Ça veut dire que le cheval peut aller mieux pendant 1, 2, 3, 4 journées, mais invariablement, il va se réimpacter ou reproduire des signes digestifs qui finissent par conduire à l'euthanasie ou à la mort naturelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste de l'ordre du symptomatique. Pour ce qui est de la forme chronique, où on a un petit peu plus d'espoir de sauver les chevaux, même si ça reste mince, il y a en fait en Écosse des essais qui ont été faits pour évaluer sur le plan de la nutrition de ces chevaux qui se mettent à maigrir de façon alarmante, si on pouvait avoir un plan de nutrition qui pourrait les aider et les sauver. Donc la réponse est on peut améliorer le taux de survie en hospitalisant les chevaux globalement pendant plusieurs semaines et en leur donnant des diètes particulières qui sont facilement digestibles, laxatives et en gérant bien évidemment ce problème de dysphagie qui n'est pas simple à gérer. Mais globalement, finalement, même avec ces soins assez intensifs sur plusieurs semaines, il y a à peu près que 40% des chevaux qui s'en sortent, ce qui reste assez faible. Voilà. Puis, il ne faut pas oublier non plus que au Royaume-Uni et
en Grande-Bretagne en général, il y a quand même beaucoup de chevaux assurés. Et globalement, un budget alloué au cheval malade qui est beaucoup plus important que chez nous et que ça facilite en fait ces thérapies longues et coûteuses. On n'a pas forcément, nous, cette opportunité dans tous les cas. La suite, eh ben, on a fait avant cette session une petite enquête chez les vétérinaires français. On a eu 32 réponses dans 27 départements différents. Les questions étaient: connaissez-vous la maladie de l'herbe? On a eu quand même 26 oui et 6 non. Alors, est-ce que les gens qui ne connaissaient pas la maladie de l'herbe n'ont pas voulu répondre? On ne sait pas. On a demandé le nombre de cas qui étaient vus par an. Donc, moins de 1 cas, il y a eu 19 personnes. 7 personnes observent entre 1 et 5 cas et les autres n'en observent pas. Quels sont les symptômes qui vous font suspecter la maladie de l'herbe? Donc, l'arrêt de transit a été cité 18 fois, les coliques au pré 16 fois, la dysphagie 15 fois, l'amaigrissement 11 fois et la mort inattendue 4 fois. Qu'en est-il de la confirmation de la suspicion de maladie de l'herbe? On a eu, pour une personne, 50% des cas qui ont été confirmés par autopsie, et pour 5 autres, 1 cas sur 4. La confirmation histologique a été faite pour 2 personnes dans 1 cas sur 2 et pour 4 personnes dans 1 cas sur 4. Donc, on voit que le nombre de cas confirmés en 10 ans par chaque vétérinaire, pour 21 vétérinaires, il y en a eu 1 en 10 ans. Pour 9 vétérinaires, ils ont eu 2 cas en 10 ans. Et pour un seul vétérinaire, il a eu 3 cas en 10 ans. Donc, c'est quand même, on voit qu'on est quand même dans une situation qui est très différente de la situation écossaise. Par contre, une chose très intéressante, le nombre de suspicions. On en voit 9 au printemps, 9 en été et 15 en automne. Et 2 en hiver. Donc on a quand même un pic automnal qui semble plus important que ce qui est décrit en Écosse. En Écosse, on a plutôt un pic au printemps, un petit arrêt au mois d'août et un petit pic en fin d'été, début d'automne. Là, on aurait eu un pic automnal. Une carte qui a été juste faite en vous montrant les gens qui ont répondu. On trouve quand même plutôt une répartition dans le nord de la France. 2 hypothèses. Soit les gens du Sud sont démissionnaires, soit ils ne connaissent pas la maladie. Voilà. Même si dans la carte précédente, il y avait eu des cas qui avaient été confirmés dans le Var. Donc voilà, mais ils n'ont pas répondu. Et pour conclure, donc la maladie de l'herbe qui a été décrite au début du XXe siècle en Écosse, en 1907, a été décrite également dans de nombreux pays d'Europe du Nord. Il y a une maladie voisine qui a été décrite en Amérique du Sud, ça s'appelle le mal séco. On sait que les symptômes résultent d'une atteinte dégénérative des nerfs du système nerveux autonome et du système nerveux entéritique, ça on le sait. La maladie, elle est toujours mortelle dans les cas aigus. La saisonnalité est marquée, plutôt printemps, début d'été, même si ça a relativisé en fonction de notre enquête. Et malgré des années de recherche, pour le moment, l'identification de la cause n'a pas été possible. Donc l'agent est probablement une neurotoxine, et cette neurotoxine reste véritablement le saint graal de la recherche sur la maladie de l'herbe. Merci de votre attention. On va être dans les temps. Ouais. Donc, si vous avez des questions, alors vous voyez que bon, la recherche sur la maladie de l'herbe, au moins en France, elle est beaucoup moins avancée que la recherche sur la myopathie atypique. Bon, c'est vrai qu'il y aurait certainement besoin de budget, il y a certainement plein de choses à faire. Bonjour. Est-ce qu'il y a des modifications biochimiques ou de la numération formule associées? Pardon, je vous entends pas. Modification biochimique. Est-ce qu'il y a des modifications de la numération formule ou de la biochimie associée au cas? Rien de spécifique et rien de constant. Tout ça, c'est vraiment souvent lié à l'intensité, en tout cas pour les cas aigus, à l'intensité de la colique et aux répercussions électrolytiques sur déshydratation, etc. Au niveau hépatique, au niveau rénal, il n'y a rien de particulier lié à la maladie. Et pour les cas chroniques, ça va être pas mal dépendant du degré de dysphagie de l'animal.
où là, on va peut-être avoir plus de perturbations hydroélectrolytiques s'il est très dysphagique. Alors, il me semble qu'il y avait quand même, il y avait des fois des petites différences qu'on retrouvait entre les chevaux témoins du pâturage et les chevaux atteints, avec un peu plus durée sur les chevaux atteints que sur les autres chevaux. Question de métabolisme. Mais et un taux de cortisol un peu plus élevé, mais ça reste, voilà, c'est vraiment pas diagnostic. Donc moi j'ai 2 questions de Ronald, dont une est venue relativement tôt dans l'exposé. C'était comment la toxine botulique peut-elle apparaître dans l'herbe, donc en plein air, alors que c'est une bactérie anaérobie? Donc ça c'était la première question. Et la deuxième question, un petit peu en lien aussi avec le sol. Le chaulage des prairies peut-il avoir un effet suffisant pour augmenter le pH du sol et donc réduire les bactéries présentes? Sur la première question, la Clostridium, c'est quand même une bactérie ubiquitaire qu'on trouve partout. Le fait de dire que le surpâturage expose davantage les chevaux, ça veut dire aussi qu'ils vont gratter davantage le sol ou manger plus près du sol. Et donc, on pourrait bien imaginer que finalement, ils déterrent, entre guillemets, la bactérie et que ça puisse les exposer davantage. Maintenant, ça reste une supposition. La capacité de la Clostridium à produire des neurotoxines avec des contextes plus ou moins, on va dire, favorables, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et la deuxième question pour le pH et le chaulage. Ouais. Bah, voilà. La seule chose, c'est qu'on avait que les sols calcaires étaient... Mais ça n'a pas été fait, en fait. Voilà, on n'a pas il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. On ne peut pas vous dire que c'est bien ou que ce soit mal. En tout cas, pas de recommandation là-dessus. Oui, j'ai trouvé très intéressant le score clinique. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que dans un deuxième round, dans un deuxième évaluation, vous pourriez essayer d'inclure le test à la phényléphrine dans votre score clinique, qui pourrait peut-être gagner en tout? Et dans la deuxième partie de l'étude, on l'a inclus. En fait, le problème, c'est au départ recruter des cas pour monter le score clinique, sachant qu'en pratique, la maladie n'est pas bien connue et que voilà, elle était difficilement suspectée. Mais dans le deuxième, c'est pour ça qu'on a modifié le score et on l'a repondéré pour l'étude prospective, puisque là, effectivement, c'était inclus. Il y a toute une démarche à faire pour modifier aussi la déclaration, je pense, qui devrait être encouragée pour être sûr, effectivement, qu'on puisse mettre le plus de données possibles épidémio-cliniques et même d'examens complémentaires. Je vais juste faire une petite remarque par rapport à l'équipe d'Édimbourg qui, de la même façon que sur les chats, on commence d'utiliser en fait, pour simplifier, des anxiolytiques, des traitements contre la dépression. Le traitement contre la dépression, il fait souvent manger davantage. Là encore, je simplifie. Et il commence à essayer la même chose sur les cas chroniques, parce qu'à la fois, ils sont moins déprimés et ensuite, après, ils ont faim. Et donc, ils ont une voie de recherche là-dessus, ce qui fait que sur le cas chronique, peut-être on n'aura toujours pas de traitement causal, mais peut-être quelque chose qui nous aiderait à avoir un peu moins que 40% de cas qui en s'en sortent. C'est très intéressant. Après, sur notre petite échelle territoriale, il y a quelque chose qui nous a marqué quand on a recruté à la fois rétrospectivement et prospectivement les cas, c'est que c'était uniquement des cas aigus. Et finalement, le cas chronique, il est peut-être plus facile à reconnaître des visus, puisqu'il y a cette attitude caractéristique de l'éléphant sur son tabouret et l'émaciation qui est quand même assez rapide, plus la dysphagie. Donc c'est un tableau clinique plus spécifique. Et en fait, finalement, ça n'a quasiment jamais été décrit. Donc on ne sait pas très bien si c'est faute de déclaration ou pas. Mais en tout cas, dans l'hôpital, où on draine quand même un certain nombre de cas, les cas chroniques, moi, j'en ai pas vu. On a eu un cas avec vous parliez de dysphagie, avec un méga-œsophage, un cas avéré avec un test à la phényléphrine vraiment bien positif et photographié. Et je voulais voir si vous aviez souvent... Et le cheval a bien évolué, c'était un cas chronique, avec une gestion de l'alimentation bien hyperprotéinée, etc. Et il vit toujours. Donc il y en a, chouette. Oui, il vit toujours. Mais bon, voilà, c'est toujours un cheval qui est sujet colique, etc. Mais bon, les propriétaires arrivent à gérer. Mais je voulais voir si le méga-œsophage était quelque chose que vous rencontriez souvent. C'est pas rencontré souvent, mais c'est vrai que ça peut pas faire partie du diagnostic.
Donc le fait d'aller voir un méga-œsophage, soit de le détecter par une gastroscopie, soit par un transit baryté, ça peut être un moyen complémentaire de diagnostic. Donc c'est décrit. Après, l'expérience sur le chronique de l'équipe est faible, hein, ça on le console. Et en fait, il y a aussi des cas où en fait on ne sait pas très bien sur les anomalies œsophagiennes, ce qui avait été... Il y a l'anomalie neurogénique, on va dire, et puis il y a aussi le fait que, avec leur dysphagie et du reflux, ils ont beaucoup d'ulcération du tiers distal de l'œsophage parce que justement il y a une incompétence du cardia. Et le fait d'avoir des inflammations répétées qui peuvent être sévères avec des ulcères profonds, ça pourrait engendrer une dysmotilité qui est plus distale. Voilà. Mais voilà, je peux... Tiers proximal. Donc là, c'est forcément d'origine neurogénique et c'est décrit, mais je ne peux pas te dire plus. Il y a encore une question là-bas. Dernière question ou... S'il vous Dans le plaît. micro, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Bonjour, madame. Si je comprends bien, c'est un souci de défense immunitaire, puisque c'est des bactéries qui attaquent, et que vous bien m'avez dit que dans ces bactéries-là, on les trouvait un peu partout. Donc, il semblerait que ce soit le cheval qui se défend mal contre ces bactéries. Quand vous avez une toxi-infection, ça veut dire que, si on part du principe que c'est la bonne hypothèse, hein, il y a une neurotoxine qui est produite par une bactérie. Oui. Après, il n'y a pas seulement la compétence immunitaire à considérer, il y a aussi la charge infestante, entre guillemets. Si vous prenez une bouchée avec 10 000 Clostridies, ce ne sera peut-être pas le même résultat que si on n'a qu'une dans la bouchée. Et donc, ça, c'est quand même assez difficile à évaluer. La seule chose qui met une relation qui implique le système immunitaire, c'est qu'effectivement, si on compare les anticorps produits contre la bactérie ou la neurotoxine chez des chevaux sains ou chez des chevaux atteints, il semblerait que les chevaux atteints aient quand même beaucoup moins, ou des taux d'anticorps plus faibles ou absents. Mais de là à dire que c'est un dysfonctionnement immunitaire, je pense que c'est très tiré par les cheveux. On ne sait pas. Ah bon? Il y a une ça nuance. pourrait être étudié ou envisagé. Ah oui, mais on adorerait. Il faut juste de l'argent. Bon, eh ben, on va voir plus large. Oui, j'ai quelques questions de Normandie. Est-ce qu'un cas confirmé, c'est toujours Clostridium positif? Non. Non. En fait, la plus acerbe, est-ce que la grass sickness ne représente pas toutes les maladies encore inconnues de l'herbe? Un peu Mais sévère. probablement. Et encore une fois, c'est vrai que ça peut vous paraître frustrant, cet exposé, surtout après la magnifique recherche et le magnifique exposé de Dominique et Eric sur la myopathie atypique, où on est quand même beaucoup plus avancé. On est vraiment dans une phase, j'ai envie de dire, de déchiffrage et d'information concernant la clinique et les premiers tests. On n'est pas dans une recherche suffisamment avancée pour avoir des affirmations. Et c'est vrai que ces questions, c'est bien de se les poser, même si on n'a pas de réponse. Donc effectivement, peut-être que dans les années qui viennent, on va en apprendre plus et qu'on dira on s'est trompé. C'est possible. Les combinaisons avec d'autres toxiques aussi, du pâturage, pourraient être une hypothèse à considérer. Et ça, c'est pas du tout étudié. Est-ce qu'on connaît le statut immunologique des chevaux en France pour Non, il n'y a pas d'étude de prévalence qui a été faite. Et donc j'ai une dernière question de Besançon. Si le cheval a une forme aiguë et qu'il s'en sort, est-ce qu'il risque ensuite d'avoir la forme chronique? Net, il est mort. Il est mort. En fait, mais en fait, c'est assez paradoxal. Quand on commence à lire sur cette maladie, on se dit ah bah oui, il y a la forme aiguë, donc forcément après il y a une forme chronique. Mais en fait, c'est probablement pas comme ça que ça se passe. Soit on a la forme aiguë et on meurt, soit on a une forme, on va dire, à évolution lente. Donc je pense que là il y a un problème de terme tout simplement. On devrait peut-être dire maladie massive, fatale à brève échéance, et une maladie à développement beaucoup plus lent et insidieux. Mais en fait, le passage de l'une à l'autre, à ma connaissance, n'est pas possible. Mais en fait, il y a des différences au niveau histologique, au niveau de la dégénérescence des neurones entre les deux formes de la maladie, entre la forme aiguë et la forme chronique. Bien, je remercie encore nos deux conférenciers pour cette revue sur la maladie de l'herbe.